Et c'est Europe 1 vous répond avec vous, Thomas Soto. Réagir face aux théories du complot, c'est donc le thème d'une journée de réflexion organisée ce mardi par le ministère de l'Éducation nationale. Ça se passe au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et auteur de La rumeur, histoire et fantasme au pluriel, publié aux éditions Belin. On n'a jamais autant parlé de théorie du complot. Déjà, comment vous définiriez cette théorie du complot? C'est quoi? Alors c'est une sorte d'accusation que l'on donne contre les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Les gens qui eux-mêmes véhiculent des théories du complot ne parlent jamais de théorie du complot. Ils parlent de leur vérité, d'une théorie alternative, d'une théorie bizarre qui va contre le sens commun. Mais en tout cas, ils n'utilisent pas cette expression-là. Donc c'est une forme d'accusation de la part généralement de ceux qui ont l'autorité. Alors ça peut être les journalistes, ça peut être les professeurs, ça peut être les parents. Le terme théorie du complot est un terme pas toujours très très utile. Ils mettent de l'huile sur le feu bien davantage que d'expliquer les choses. Est-ce que le cocktail d'un complot, d'une théorie du complot, c'est de mélanger du vrai et du faux? Ça repose sur quoi en fait? On met quelques éléments de vrai, comment ça... On propose en fait une théorie alternative, c'est-à-dire on nous dit que la finance n'est quelque chose de naturel qui repose sur l'offre et la demande à la bourse par exemple, et les gens qui vont proposer des théories du complot vont nous dire que non, pas du tout, c'est au contraire un mécanisme qui est dirigé, contrôlé par un petit groupe de on ne sait pas qui, alors ça dépendra de la forme que prendra le complot, mais néanmoins ce sont des débats intellectuels et il faut plutôt les valoriser naturellement. Il ne faut pas accuser a priori les gens qui ne sont pas d'accord avec vous de verser dans l'obscurantisme. Il ne faut pas que chaque doute qui est émis soit mis dans un grand sac qu'on appellerait la théorie du complot. Il faut accepter la contradiction. C'est le principe naturellement du débat intellectuel et donc il est très important d'accepter la contradiction. Mais ces complotistes, ils sont persuadés de ce qu'ils disent ou ils cherchent seulement à nous manipuler? Manipuler, non, à venir nous chercher sur nos bases, puisqu'ils vont remettre en cause des principes fondamentaux. Alors c'est souvent, quand même, pour préciser, les théories du complot sont souvent dans le domaine politique. On parle mais rarement... les complotistes sont quand même pas toujours bien intentionnés. Il y a quand même une volonté de manipulation, souvent, non? Oui, ou de conviction, disons. Ils sont convaincus, mais tout autant que nous le sommes. Et donc le jeu est un jeu très ouvert, où il s'agit justement d'opposer deux vérités et d'essayer de voir quelles sont les conditions pour qu'on s'entende sur l'une des deux, parce que les deux sont souvent antagonistes. Naturellement, on ne peut pas imaginer qu'il y a un petit nombre de personnes qui dirigent le monde et d'un autre côté dire non, le monde est tel qu'il est, il est complexe et il est surtout pas dirigé par un très petit noyau de gros méchants. Il suffit souvent d'un détail pour lancer ou appuyer une théorie du complot. Exemple, après les attentats de Charlie, on avait dit que si on avait retrouvé la carte d'identité d'un des frères Kouachi dans la voiture utilisée pour les attentats, c'était pas le fruit du hasard. Donc il suffit d'un rien pour asseoir une théorie du complot. Oui, exactement. Et ça, c'est l'un des problèmes de la théorie du complot, mais qui pose le problème plus général du journalisme aujourd'hui. En fait, c'est qu'on se fie beaucoup aux faits, aux petits faits. Et on oublie du coup, en se centrant sur le fait, qu'il y a une analyse derrière, qu'il y a un ensemble de faits, qu'il y a un contexte, une véritable histoire. Et généralement, pour discuter des théories du complot, il faut justement remettre en contexte, remettre une analyse dans la durée, en expliquant qu'il y a peut-être un complot sur la carte d'identité, mais en revanche, sur le reste, pardonnez-moi, mais les faits s'enchaînent. Et oui, même les gens qui ne seraient pas d'accord seraient forcés d'en convenir, en fait. Mais par exemple, Pascal Froissart, si on relayait les théories du complot sur les attentats du 13 novembre, ce qu'on ne va pas faire, est-ce qu'on ne leur donnerait pas du corps? Est-ce que les complotistes ne s'en serviraient pas pour dire « si c'est vrai, je l'ai entendu à la radio » ? Alors, je ne sais pas s'ils s'en serviraient, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, finalement, mais il est certain que pour faire connaître une théorie qu'on veut combattre, le meilleur moyen, c'est de la démentir. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est naturellement le meilleur moyen pour en faire la publicité. Alors, on est dans une position assez complexe, du coup, parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit rien et on attend que ça surgisse, ou au contraire, on dément. On dit rien et on nous dit d'ailleurs, ils n'en parlent pas, c'est bien la preuve que, ou on en parle et d'ailleurs, ils en parlent, c'est bien la preuve que. Exactement. Donc, on est nous-mêmes dans une forme de contradiction et ceci dit, ça explique énormément, la présence des théories du complot dans les médias explique énormément leur
leur popularité. En fait, les sites complotistes, ce qu'on appelle complotistes, que nous on appelle complotistes, et c'est pas eux, n'ont pas une audience considérable par rapport aux médias généralistes, mais en revanche, chaque fois qu'on en parle, ça nourrit. Alimente le bousin, comme exactement. on dit. Voilà. Alors nous, les médias, vous le disiez, on est largement associés au grand complot. Un tweet parmi d'autres. Là, quand cesserez-vous de nous mentir? Écrit par exemple Zizou, taxi driver. Quel problème ça pose dans les écoles aujourd'hui? Alors dans les écoles, il y a un rapport un peu particulier. C'est plus juste un rapport de connaissance et puis d'essayer de discuter sur le savoir, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on établit la vérité, quelles sont nos manières de se convaincre, etc. Il y a aussi un rapport à l'autorité. Et là, c'est plus compliqué parce que naturellement, ce mélange de choses, le fait que lorsque je sais quelque chose, j'ai envie de le partager, comme je le fais ici, entre égaux. Et lorsque je suis professeur, c'est pas juste un problème de conviction, c'est aussi, je vous dis que c'est comme ceci. Et en face, vous avez des étudiants, des élèves qui connaissent très bien leur métier d'élève, leur manière de confronter l'autorité et qui n'ont qu'une envie, évidemment, c'est venir chercher l'enseignant sur ce petit point-là. Et effectivement, les théories du complot peuvent apparaître aussi dans ce contexte-là comme la mauvaise blague, la très bonne mauvaise blague. Mais à laquelle on finit par croire, que certains élèves finissent par croire. Est-ce que les enseignants sont formés pour répondre à ça aujourd'hui? Comment démonter une théorie du complot? Comment réagir? Le ministère est effectivement tout à fait en pointe sur ce domaine-là. Elle organise régulièrement des séminaires, propose des outils intellectuels aux enseignants. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune recette toute faite. Il n'existe pas une fiche qui permettrait de lutter contre une théorie alternative. Et heureusement, parce que sinon, ce serait plus du débat intellectuel. D'autant plus qu'on ne peut pas regretter qu'il y ait des théories du complot, puisque c'est précisément ce qu'on demande comme capacité aux élèves, c'est d'avoir d'abord critique, finalement, de remettre en question ce qu'on leur dit. Exactement, de remettre en permanence en question les théories, qu'elles soient religieuses, politiques, etc. Donc s'ils le font, il faudrait s'en féliciter. Alors ce qui est énervant, c'est qu'ils le font avec souvent un côté comme provoque un peu mauvaise foi et sur lesquels effectivement ensuite les enseignants ont un peu du mal à réagir parce que c'est pas facile de trouver les bons arguments, mais surtout ce qui est important, et ils le font très bien, c'est d'établir le dialogue et d'essayer de continuer à parler, expliquer, remettre en perspective ce que vous disiez. Exactement, et surtout de ne pas se centrer sur le fait, puisque sur le fait on est absolument perdant à tous les coups. Le fait, c'est la carte d'identité des Kouachiques. On l'a retrouvé, ça s'est fait, c'est établi. Exactement, ou le pêcheur derrière le petit Elan qui est, selon certains leaders politiques, la preuve que la photo a été truquée, la photo, etc. Non, peut-être qu'il y a un pêcheur, mais il faut surtout pas se tenir à ce fait-là. Il faut regarder que la tragédie dont est le symbole, le petit garçon photographié, est réelle et beaucoup plus grande. C'est ça. Exactement. Alors, il y en a beaucoup des théories du complot. L'homme n'a pas marché sur la Lune, les traces laissées dans le ciel par les avions seraient des produits chimiques répandus par les gouvernements, il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone, etc. On a relayé récemment sur Europe 1 et vous trouverez une vidéo de Spicy, réalisée par Spicy, qui démonte ces théories du complot. Dernière question, pourquoi on est à ce point sensible aux théories du complot? Quel est le mécanisme qui fait que souvent on se dit bah oui, pourquoi pas en fait? Même quand on essaye d'être raisonnable, sensé, on se dit bah pourquoi pas? Mais parce que les arguments sont souvent bons et souvent très nombreux. Si on va sur les sites alternatifs, l'ensemble c'est bien construit. C'est extrêmement fouillé, c'est extrêmement bien fait. Le problème, c'est à charge. La théorie est véritablement fermée. Enfin, alors ça veut pas dire que du côté, disons, de la bien-pensance ou justement des gouvernants, il n'y a pas aussi une théorie à charge, mais simplement ça fait que le dialogue finalement relativement difficile à établir, bien que ceux qu'on appelle complotistes regrettent toujours de ne pas être invités aux heures de grande écoute pour pouvoir précisément défendre leurs points. Et voilà, dernier tweet de Liberté qui dit: que faites-vous de la liberté d'expression et de croyance, ne trouvez-vous pas tiens, le tweet a été effacé, donc je ne pourrais pas vous lire la fin, que la liberté d'expression, je crois, ça se finissait comme ça, est importante. C'est exactement ce qu'on vient de dire, la liberté d'expression, réflexion. Notez que le gouvernement a lancé il y a quelques jours un site ontemanipule.fr. Merci Pascal Froissart, auteur, je le rappelle, de La Rumeur, Histoire et Fantasme, publié aux éditions Belin. J'ai retrouvé le tweet: que faites-vous de la liberté d'expression et de croyance, ne trouvez-vous pas que cela développe l'esprit critique? Mais si, il faut toujours développer l'esprit critique. Exactement. C'est le principal message ce matin, et je vous renvoie donc sur notre site europe1.fr. Merci et bonne journée.